Qu'est-ce qu'une ville plus inclusive? Qu'entendons-nous par là? Et surtout, comment pouvons-nous la bâtir ensemble? Ce sont ces questions que nous allons soulever avec nos invités. Isabelle Giordano, vous êtes déléguée générale de la Fondation BNP Paribas. Karine Sitt, vous êtes directrice de l'innovation territoriale et de la stratégie tiers-lieu pour la Croix-Rouge. Et Olivier Vignol, vous êtes directeur général d'ICAD. On attend également sur ce plateau dans quelques instants monsieur le maire de Rouen, Nicolas Maillère-Rossignol, qui a eu quelques petits soucis avec les transports en commun. Olivier Vignol, je vais commencer avec vous. Quand on pense ville inclusive, on pense d'abord au bâti. C'est une partie du problème et de la solution. Comment fait-on aujourd'hui pour construire plus inclusif? Et comment pense-t-on le dessin de la ville avec les quartiers et les immeubles, que ce soit l'ancien ou le nouveau? Bonjour à tous. Je crois qu'on peut peut-être rappeler pourquoi on parle de ville inclusive dans un forum sur le zéro carbone. Parce que finalement, un jour, on pourrait dire que c'est pas le même sujet. Pourquoi on évoque ce thème? Je crois que si la ville n'est pas inclusive, il y a des tas de gens qui sont rejetés loin et ça pose le problème des transports, des déplacements. J'espère que ce n'est pas le problème de Nicolas Meyer-Rossignol, mais voilà, faire une ville zéro carbone, c'est nécessairement faire une ville inclusive. Sinon, il y a des gens qui sont rejetés très loin, puisque comme vous le savez, il y a une tendance très forte à la métropolisation, et les gens veulent évidemment vivre là où il y a de l'emploi, de la culture, de l'enseignement, etc. Alors une fois qu'on a rappelé pourquoi le sujet de l'inclusion est un sujet important par rapport à la problématique d'une ville décarbonée, oui, c'est à la fois le problème et la solution, puisque on parle généralement du problème du logement, qui effectivement aujourd'hui rejette des gens loin des villes et donc pose cette problématique des transports et des déplacements. Alors c'est le problème et c'est aussi la solution si on arrive à mettre en œuvre des choses. Et c'est vrai qu'on voit depuis quelques années se développer des solutions originales pour faire un peu de pub pour ICAD qu'on essaye nous de mettre en œuvre, mais évidemment pas que nous, parce que les non-spécialistes ont peut-être en tête qu'il n'y a que deux types de logements. Il y a les logements privés qu'on achète et puis il y a le logement social pour lequel on attend entre 5 et 10 ans selon les métropoles pour trouver une solution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit se développer des typologies de logements qui permettent de faire une ville beaucoup plus inclusive. On pourrait entendu parler des logements intermédiaires, donc des niveaux de loyer médians. Vous êtes peut-être moins au courant de ce qu'on appelle le bail réel solidaire. Alors ça, c'est vraiment une innovation législative très récente qu'on pousse beaucoup, nous, chez ICAD et avec notre actionnaire, la Caisse des dépôts. Ça permet de sortir des logements en accession environ 40% moins cher qu'un prix traditionnel. Et pour les collectivités, ça leur permet de garder la maîtrise du foncier, parce qu'en fait, on dissocie le construction et le foncier, et dans 3 générations, de retrouver le foncier. Donc également, pour les collectivités locales, ça leur donne la moyen d'avoir des perspectives de très long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très, très innovant. Et puis, pour faire un peu de pub pour nous, dans tous nos programmes, on met 10% des appartements qu'on met en vente à des prix entre 10 et 15% en dessous du prix de marché qu'on réserve aux habitants de la ville. Et ça permet, quand on arrive à mixer l'ensemble de ces solutions, du BRS, du logement social, du loyer intermédiaire, du prix maîtrisé, ça permet effectivement de garder en ville une plus grande partie de la population. On va reparler de Olivier Vignol du chantier sur lequel vous êtes actuellement, le village des athlètes. On va parler également du recyclage des matériaux dont vous êtes également impliqué. Mais je vais donner la parole à Karine Sitt. Vous m'avez parlé en préparant cette intervention de votre donc des tiers-lieux, mais vous m'avez parlé de ce triptyque qui vous semble essentiel pour rebondir sur cette mixité que vous appelez de vos voeux, Monsieur Vignol: l'accueil, la participation et l'accessibilité pour tous. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En fait, quand on considère la notion d'accessibilité, souvent on la réduit au bâti. C'est vrai que c'est un élément essentiel finalement de la réflexion qui est autour de l'accessibilité. On la réduit aussi souvent malheureusement aux personnes en mobilité réduite, mais quand on parle d'accessibilité et d'inclusion, il faut vraiment avoir en compte
la diversité des publics. Donc ça peut être une question d'âge, une question de genre, de conditions du coup socio-économiques. Et c'est l'ensemble de cette diversité dont il faut tenir compte quand on va réfléchir à l'accessibilité. Et nous, l'accessibilité, en effet, le logement, c'est une condition sine qua non. Le risque en fait de penser l'accessibilité que sous le prisme du logement, c'est qu'on peut avoir en fait une ségrégation en fait urbaine et géographique qui va se dessiner dans l'espace urbain. Donc pour nous, l'accessibilité, elle est importante non seulement en fait pour les espaces privés en fait des personnes, mais aussi pour les espaces publics. Il faut que l'ensemble des populations puissent accéder aux espaces communs, aux espaces publics, et puissent se déplacer de manière simple, mais aussi se sentir légitime dans l'accès en fait à ces espaces-là. Donc c'est très important que l'information de circulation, donc savoir quel espace se trouve dans quelle localisation, comment y accéder, et une fois qu'on y est, d'avoir une légitimité et un sentiment finalement d'appartenance à ces lieux-là qui soit assez évident. Et c'est ça le premier pilier selon nous de l'accessibilité. Ensuite, l'accueil, c'est une fois que je suis dans ce lieu-là, comment est-ce que je fais en sorte de me sentir bien dans ce lieu-là? Comment est-ce que je fais en sorte de me sentir accueillie, respectée, reconnue avec toutes mes spécificités, avec toutes mes vulnérabilités? Et donc, ça implique qu'il y ait dans la ville en fait une mixité de lieux avec une mixité d'usages pour éviter cette homogénéisation en fait qui tend à en fait exclure certaines personnes. Donc à nous de créer finalement les conditions favorables à cette mixité-là et aussi à faire en sorte que on crée dans la ville, dans l'environnement urbain, les possibilités pour ces personnes de se sentir soutenues, reliées les uns aux autres. Une ville inclusive, c'est une ville dans laquelle en fait on peut se tourner vers nos voisins, voisines, pour pouvoir en fait répondre à des besoins essentiels. On l'a vu, hein, par exemple les sapeurs-pompiers, il y a plus de 200 000 interventions sur 500 000 qui ne nécessitent aucun geste de secours en fait et qui pourraient tout à fait être prises en charge par en fait des liens de proximité. Donc pour nous, une ville accueillante, c'est une ville dans laquelle on sait qu'on peut aussi compter les uns sur les autres et avoir du coup ce lien social qui va nous permettre d'être plus résilients face aux crises. Et la dernière dimension, c'est la dimension participative. Elle est clé, c'est comment est-ce qu'on se sent acteur finalement de l'environnement dans lequel en fait on évolue, pas simplement usager, mais vraiment contributeur. Et comment on fait en sorte finalement que chacun des citoyennes et des citoyens puisse participer de manière active à la fabrique de la ville et de son environnement de vie. Et donc il y a tout un tas de réflexions autour des démarches participatives, mais aussi dans la représentation et représentativité des personnes au sein des professionnels de la ville qui a questionné pour faire en sorte que lorsqu'on parle en fait de ville inclusive et qu'on travaille sur ces sujets-là, ce ne soit plus qu'un débat d'experts, entre guillemets, mais qu'on prenne bien en compte les usagers. Mais ça me permet de rebondir avec Isabelle Giordano, qui est également une actrice avec la fondation BNP Paribas. Le projet banlieue créé il y a plus de 15 ans se poursuit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il retourne? C'est essentiel aujourd'hui d'inclure dans la société, on parlait de mixité. Monsieur le maire, on salue Monsieur le maire de Rouen qui nous a rejoint. On parlait de mixité sociale, on parlait de mixité quand on bâtit. Et vous avez voulu prendre les choses en main à travers cette fondation de BNP Paribas. Oui, je voudrais en profiter pour d'abord saluer la description que vient de faire la Croix-Rouge, parce que quand on parle de cette ville inclusive, c'est la ville idéale et on a envie d'y habiter. Mais on se dit aussi que c'est possible en fait par des leviers et la philanthropie est en fait un des leviers possibles pour accéder justement à cette ville inclusive qui paraît absolument idéale. Et c'est vrai que moi j'aime bien concevoir la philanthropie, on est de plus en plus nombreux d'ailleurs à concevoir le mécénat de cette manière-là, comme un booster, comme un accélérateur de transition sociale, environnementale, parce que c'est vrai que c'est zéro carbone, mais j'ai envie de dire aussi c'est zéro chômeur, c'est voilà, et un maximum surtout de diversité et de mixité, et surtout c'est zéro injustice. Parce qu'en fait quand on parle de ville inclusive, j'aimerais compléter peut-être le panorama qui vient d'être fait, et c'est vrai que je voudrais parler des usagers, moi aussi, et des publics qui sont très souvent exclus. C'est un peu toujours les mêmes. J'en vois trois notamment. Les jeunes, qui souvent ne sont pas assez inclus, qui ont malheureusement des loyers beaucoup trop chers, etc. Là encore, la philanthropie permet de financer et de donner du pouvoir à des associations qui font par exemple des colocations solidaires. Il y en a beaucoup, hein. Je pourrais citer les Petits Frères des Pauvres ou encore la FEV qui fait ces fameuses CAPS un peu partout dans toutes les villes de France. Par exemple à Toulouse, ça marche très bien. Donc c'est très simple, hein, le système, vous le connaissez. Les étudiants ont ainsi un loyer un peu moins cher et ils participent avec des actions solidaires. Ils font un éco-jardin et des éco-gestes, etc. dans l'immeuble, ou sinon ils partagent leur appartement avec une personne, parfois souvent une personne âgée. Donc il y a les jeunes qui sont souvent pas assez inclus, il y a les femmes,
pas toutes les femmes, mais c'est vrai que parfois les femmes victimes de violences, là aussi, doivent trouver dans cette fameuse ville inclusive un endroit pour se loger, retrouver un travail, retrouver des forces, etc., après avoir été victime de violences. Et je voudrais là encore citer un exemple très concret qui ne demande qu'à être essaimé. C'est le système abri d'urgence qui avait été mis en place par la Fondation des femmes, qu'on est vraiment très fiers de soutenir. Et c'est un système qu'on a trouvé avec Accor, mais qui peut être démultiplié avec d'autres acteurs. Et après les femmes, il y a les réfugiés. Et quand je vous entends parler, je pense effectivement, il y a 2 jours, j'ai rencontré Damien Carême, qui est député européen et qui est le patron un peu de cette grande association des villes accueillantes. Et les villes inclusives sont aussi des villes accueillantes pour les réfugiés. Et là encore, il existe des solutions qui nous sont très souvent données par les associations, j'insiste là-dessus, et c'est grâce à ce monde associatif qu'on arrive à, par exemple, imaginer des immeubles où, au pied des immeubles, on a un local qui sert justement à l'accueil des réfugiés, où je m'adresse peut-être au maire de Rouen. Il me semble que c'est à Rouen que j'avais vu Castaroutine, une formidable association qui permet, au pied des immeubles, là encore, dans un quartier un peu difficile de Rouen, d'accueillir des gens qui ont besoin de trouver du soutien, de l'aide à l'emploi, du soutien scolaire, etc., ou toutes sortes de conseils. Je pense aussi à la cocotte Montreuil de Positive Planète, qui est installée là aussi au pied des tours. Donc vous voyez, je fais exprès de citer tous ces exemples pour vous montrer la vitalité, la force du monde associatif, qui est donc boosté et aidé par les entreprises. Mais bien sûr, les entreprises ne pourront pas tout. Et la ville inclusive, en fait, c'est, comme on l'a un petit peu dit au début de cette discussion, c'est la force de la coalition entre les collectivités locales, les pouvoirs publics, le monde de l'entreprise, les fondations, les ONG. Et c'est tous ensemble qu'on arrivera effectivement à faire ce type de proposition. Excusez-moi si j'étais un peu Mais longue. absolument pas, et ça me permet de rebondir. Je crois que vous êtes également investi sur cette volonté de co-construction. Mais permettez-moi tout d'abord de donner la parole à M. Maillard-Rossignol. Vous êtes en charge de la mairie de Rouen. C'est pas simple quand on a comme ça une ville aussi chargée d'histoire. Comment est-ce qu'on... Ça me permet de rebondir avec M. Vignol. Comment est-ce qu'on fait avec ce bâti, comment est-ce qu'on fait pour transformer la ville, pour la rendre plus inclusive? Est-ce que c'est pas compliqué quand on part d'une page blanche? C'est quand même plus simple. Est-ce que pour vous, c'est pas déjà une difficulté? Est-ce que vous arrivez à relever ce défi? Et comment vous faites pour le relever? D'abord, excusez mon retard, j'étais en train depuis Bordeaux, je salue Pierre Urmic qui est là. Je vous trouve très sévère, très négatif dans votre question. Attendez, quand on a une ville qui a 2000 ans d'histoire comme Rouen... J'y suis né, j'adore Rouen. Bon, voilà, mais tout le monde adore Rouen. Vous êtes tous bienvenus. Il y a l'Armada l'année prochaine avec les plus beaux bateaux du monde qui viennent en juin. On parle de la gratuité des transports le week-end, on parle de l'accès à la culture. Bien sûr qu'il y a... On est évidemment privilégié de s'occuper d'une ville qui a tant de patrimoine. Après, je redeviens sérieux, évidemment que c'est pas facile. Et sur l'inclusion, pour ne pas répéter ce qui vient d'être dit, et ce qu'a dit Madame Giordano, je voudrais peut-être ajouter 2 points qui me semblent importants, en tout cas à la lumière de ce que je peux vivre, non pas seulement dans la ville de Rouen, mais dans l'agglomération rouennaise sur l'inclusion. Il y a quand même une question bêtement, entre guillemets, mais c'est pas bête du tout, sociale. Le prix du loyer, l'attractivité du loyer et le fait qu'avec un certain nombre de mesures, en ce moment, vous avez beaucoup d'agglomérations qui travaillent sur les fameuses zones à faible émission. Vous avez des gens, c'était le mot de Bruno Latour, qui est malheureusement disparu, qui se sentent comme des migrants de l'intérieur, c'est-à-dire dépossédés de leur propre pays ou de leur propre territoire, parce qu'ils peuvent avoir le sentiment que on leur dénie le droit de rentrer dans les grands centres d'urbanité qui, en plus, concentrent souvent des services qui se sont raréfiés par ailleurs, je pense à la santé par exemple, et qui sont concentrés dans les cœurs d'agglomération. Et donc l'enjeu de l'inclusion, de mon point de vue, il faut, je crois, et c'est mon premier point, faire très attention à ne pas le réduire à un territoire municipal et à bien l'appréhender, non pas selon des logiques administratives, même une agglomération n'y suffit pas en réalité, mais plutôt selon des logiques de bassin de vie et d'emploi. Typiquement chez moi, vous avez des gens qui habitent dans le pays de Bray, dans le pays de Caux, dans la campagne, qui viennent bosser à 5-6 heures du matin au CHU, c'est au cœur de Rouen. Si vous avez une bagnole critère 5, vous ne rentrez plus. Vous faites comment ? Et pour de bonnes raisons, on exclut les critères 5 et les critères 4. Pour de bonnes raisons, d'ailleurs, il y a la santé aussi. Vous voyez le paradoxe. Deuxième point peut-être important, qui rejoint le premier, sur la dimension de territoire. Je vais le dire sans langue de bois et j'espère ne choquer personne, mais vous avez aussi des stratégies plus ou moins explicites, plus ou moins assumées, de territoire, de communes, sur la question de la mixité sociale et l'inclusion, qui ont préféré, y compris être hors la loi, sur la fameuse loi SRU, pour avoir peut-être moins de logement social. Et bon, on se retrouve avec des phénomènes de concentration, certains ont même parlé de ghettoisation, j'emploie le mot,
sur pas forcément juste un quartier, mais parfois des communes. Typiquement, si vous allez à Rouen, vous voyez bien la différence, c'est l'inverse de Bordeaux, en tout cas historiquement, entre la rive gauche et la rive droite. La rive gauche est très populaire, industrielle, la rive droite est plus bourgeoise. Et historiquement, je ne jette pas la pierre, mais historiquement, il y a eu des stratégies communales d'évitement, on va dire de spéciation sociologique, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, juste un point, il me semble que dans l'inclusion, il faut aussi inclure, si j'ose dire, des mesures un peu plus contraignantes, moi j'ose le dire, sur les loyers, sur la mixité sociale, sur l'aménagement du territoire, par exemple des préemptions à des échelles d'intercommunalité pour pouvoir planifier l'aménagement foncier urbain sur la mixité sociale. Alors je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais je suis bien obligé de constater sur le territoire comme le mien que si on ne fait pas ça, ben on se retrouve avec des inégalités qui ne sont pas décroissantes, qui sont croissantes. La contrainte, une nécessité. La contrainte, je vais le dire d'une formule humoristique. Al Capone disait « Il vaut mieux être armé et poli que simplement poli ». Bien, je n'ai pas d'armes, mais je vais donner la parole à Monsieur Vignol. Juste avant de revenir sur cette co-construction que vous appelez de vos voeux, mesdames, puisque vous avez été, on parle d'accessibilité, on parle de mixité au niveau du logement, je voudrais que vous nous parliez de ce projet Chrysalide à Marseille. C'est quand même intéressant comme ça d'avoir des constructions qui soient abordables. Et c'est aussi une de vos volontés. Oui, non, mais c'est une volonté, c'est les volontés toujours, comme le disait le maire de Rouen, c'est généralement des volontés conjointes avec les élus locaux, parce que ça se fait, il faut que ça se retrouve dans le prix des valeurs foncières, etc. Donc il faut que les collectivités soient alignées là-dessus, sinon économiquement ça ne marche pas. On peut parler des Chrysalides à Marseille, on peut parler de très grosses opérations sur l'ancien hôpital de Nanterre, on pourrait parler du village des athlètes qui a été voulu par la ville de Paris. Je crois qu'il faut remercier et saluer quand même la volonté politique de la maire de Paris qui avait dit je veux que cette ville soit un double exemple de ville décarbonée et aussi de ville inclusive. Donc on retrouve tous les segments de logement sans être contraint, mais dans un choix fait ensemble et avec une volonté politique forte de pousser ça. C'est vraiment intéressant parce que c'est sur le même site, vous trouvez non seulement des gens qui ont des revenus différents, mais des statuts sociaux différents. Et je crois qu'au-delà de l'impact carbone, des gens qui n'ont pas à se déplacer, etc., il y avait l'architecte dans le débat précédent a beaucoup insisté, mais sur finalement le lien social que crée l'inclusion, il est également très important. C'est pas qu'un problème de revenus, c'est pas qu'un problème d'émissions carbone, c'est probablement pas le plus compétent pour en parler, mais c'est également un sujet de cohésion de la société. Donc on fait ces opérations. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que qu'on soit les Chrysalides à Marseille, que ce soit le village des athlètes qui est évidemment porté même par l'État derrière la ville de Paris, ça nécessite une volonté politique. Donc est-ce que c'est la contrainte, est-ce que c'est l'engagement, mais les opérateurs privés comme ICAD ou d'autres, finalement à la fin, bien sûr, on fait des propositions, on fait des suggestions, mais on fait surtout que mettre en œuvre des volontés politiques. C'est en ça que le métier de maire est probablement le plus beau métier qu'on puisse exercer, puisque c'est bien les élus locaux qui donnent leur vision de la ville, et nous, on met en œuvre derrière. Eh bien, Monsieur Vignol, ça m'amène à donner la parole à celles qui ne veulent plus que ce soit uniquement les élus, mais aussi les associations, les fondations dont vous êtes partie prenante. Je crois que vous souhaitez qu'il y ait une co-construction qui se fasse pour cette ville inclusive, Madame Sitt, avant que je vous donne la parole, Madame Jordan. Oui, mais je pense qu'il faut maintenant, depuis le Covid, on l'a vu, hein, les associations ont fait beaucoup. Donc je pense qu'il est temps maintenant de prendre la parole avec une sorte de fermeté pour dire qu'on appelle à de nouvelles alliances entre les collectivités locales, les pouvoirs publics, les ONG, les fondations, etc. Je pense que c'est important quand même peut-être de porter ce message tous ensemble de manière peut-être un peu plus ferme, en rappelant que quand même tout n'est pas parfait, puisque effectivement vous avez eu la gentillesse de citer le projet Banlieue, hein, qui est un formidable programme mené par la Fondation BNP Paribas qui fait booster en fait, hein, qui permet de créer des initiatives locales de proximité et d'aider beaucoup d'associations. Mais il y a aujourd'hui quand même des associations qui se voient couper leurs subventions par le pouvoir politique. Je pense notamment à la région Rhône-Alpes, hein, qui coupe les subventions de certaines associations qui ne sont pas de son goût. Donc voilà, tout n'est pas parfait. Il y a aussi peut-être dans ces nouvelles alliances et nouvelles coalitions la volonté qu'on peut exprimer de ne pas mettre l'emphase
l'entreprise toujours au pilori, même si l'entreprise ne fait pas toujours tout bien et que le greenwashing, il existe, c'est vrai, il ne faut pas se leurrer. Mais il y a aussi, on ne peut pas se dire qu'on va mettre le secteur privé sur un strapontin. Il faut qu'il soit partie prenante et que la transition sociale et environnementale, elle ne pourra se faire que de cette manière-là. Mais peut-être le temps est venu, effectivement, avec des partenaires comme je sais qu'il y a la Fondation Good Planet qui est dans le public, la Croix-Rouge, voilà, tous ces acteurs, peut-être serait-il temps de prendre peut-être position de manière un peu plus ferme pour vraiment éradiquer les injustices. L'heure est venue au changement systémique. Ce qu'il faut, c'est pas seulement faire des sparadraps pour effectivement peut-être arriver un jour ou l'autre au zéro carbone. Il est urgent, tout le monde le dit, il est urgent quand même de passer à un changement systémique. Refonder. Avant de vous donner la parole, monsieur le maire, transversalité, vous en appelez, vous, à plus de transversalité dans la construction de cette ville inclusive de demain? Oui, je pense que le panel est assez représentatif. Peut-être que la seule partie prenante, l'essentiel qui manque ici, c'est les usagers en eux-mêmes. Voilà, de les remettre vraiment au centre de la démarche de cette co-construction. Et après, je pense qu'au-delà de l'appel du coup à la co-construction, il s'agit aussi de former les gens. Il y a quand même un enjeu de formation de tous les professionnels de la ville, que ce soit les élus, les gens du BTP, les financeurs, les acteurs associatifs, à cet enjeu d'inclusion. Et cette formation, elle peut se faire que sur les retours en fait des usagers, encore une fois, qu'il faut remettre au centre de la démarche. Et par ailleurs, ça demande du temps, de l'énergie et donc des financements. Et donc la co-construction, elle doit se faire à la fois du coup sur le fond, la forme et qu'est-ce qu'on veut faire de cet objet urbain, mais aussi dans les modèles de financement. Pour travailler sur énormément d'opérations assez complexes, c'est vrai qu'un acteur associatif qui essaye en fait d'impulser des espaces de rencontres mixtes inclusifs, parfois se heurte du coup à des difficultés de financement. Donc je pense qu'il y a aussi une réflexion du coup à ce niveau-là, à la fois d'un point de vue de formation et puis de financement de ces modèles hybrides. Monsieur le maire, un mot pour conclure. Oui, je trouve que c'est très intéressant les deux interventions parce qu'elles pointent deux enjeux, deux facteurs clés de succès, si j'ose dire, pour l'inclusion, qui sont la mise à l'échelle et l'acceptabilité. Et dans les deux cas, on voit l'importance du travail avec la société civile et en particulier les associations et les entreprises. Je pars d'un exemple concret. Chez moi, il y a un quartier populaire qui s'appelle la Grand-Mare, sur les Hauts de Rouen, très populaire. Historiquement, dans les années 60-70, beaucoup de construction de bars, je passe. À l'époque, c'était un quartier très mixte et puis peu à peu, ça s'est paupérisé et un peu ghettoisé, si vous voyez ce que je veux dire, je vais vite. Il y a eu une association qui s'est montée là-bas, qui s'appelle BVGM, Bien Vivre à la Grand-Mare, de personnes plutôt un peu âgées, de seniors, qui avaient envie de rester sur ce quartier parce qu'elles l'ont connu avant, elles ont envie de le redynamiser et d'y préserver une mixité. Elles se sont constituées en association, je vous passe les détails, elles ont construit un projet qui maintenant a vu le jour d'habitat participatif. Et sur cet exemple, je trouve qu'on voit bien ces deux notions, c'est-à-dire, un, la mise à l'échelle. Les pouvoirs publics tout seuls n'arriveront pas à être à l'échelle quantitativement pour atteindre les objectifs carbone, les objectifs d'inclusion, bref, les objectifs en général de transition sociale écologique. Alors, je vais le dire un peu de manière directe, là encore, parfois c'est plaisant pour les élus de faire un exemple et puis de parader au forum zéro carbone pour dire, regardez, on a fait un super habitat participatif. Sauf que ça ne change pas quantitativement, parce que qualitativement c'est intéressant, mais ça n'atteint pas les objectifs quantitatifs. Pour mettre à l'échelle, il faut du pouvoir public, il faut de la vision politique, il faut de l'impulsion, et puis il faut les acteurs qui font. Et là, les entreprises sont incontournables. Et puis, il n'y a pas que les entreprises, mais il y a les entreprises, donc je rejoins ce que vous disiez. Et puis, ou les fondations, enfin bref, les structures privées, parapubliques, paraprivées, peu importe, mais tout le monde, quoi, l'amplification. Et puis l'acceptabilité. L'acceptabilité, parce que si vous voulez introduire des changements de grande échelle, alors il faut que les citoyens s'emparent de ces changements. Si vous éteignez la lumière la nuit, sans rien dire à personne et de façon autoritaire, même si vous avez la vision, l'impulsion politique, etc., vous allez peut-être atteindre des objectifs quantitatifs de sobriété, mais vous allez avoir tout le monde qui va gueuler parce que ce n'est pas un sujet qui est sensible, qui est facile, c'est un sujet qui est sensible. Donc l'acceptabilité, elle est majeure. Et là, dans la co-construction, pas uniquement pour des raisons défensives, mais aussi pour des raisons positives, parce qu'il y a des expertises d'usage, par exemple, les associations et les citoyens sont essentiels. Donc vous voyez que sur ces deux points, le rôle des entreprises d'une part, je caricature un peu ou je simplifie, mais c'est quand même ça, je crois, et le rôle citoyen est absolument décisif si on veut être vraiment à la hauteur des enjeux. Il faut qu'on continue de se voir, en fait, tous les quatre ensemble. Eh bien, je vais vous inviter à vous retrouver, mais à l'issue de cette table ronde, merci à vous. Merci de votre accueil.